Est-ce que vous saviez que dans One Piece, Ok, donc là on arrive à la partie où c'est, comment il s'appelle, Escanor ou Escanova, je crois, un truc comme ça, qui va prendre partie justement à la vidéo pour donner son avis par rapport à tout ça. à partir du chapitre 1000, Oda avait décidé de construire la majorité des chapitres en faisant des parallèles. Certains exemples incluent des similitudes entre les chapitres comme le chapitre 28 et 1028, où Usopp et Sanji se martèlent la jambe à coups de poing de la même manière. Bien sûr, il y a vraiment beaucoup d'exemples car c'est presque fait à chaque chapitre. Comme vous pouvez le voir, les récurrences et parallèles sont faites à partir de deux chapitres qui chacun partent de 0 et de 1000, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Les chapitres 2 et 1002 où Luffy est frappé sans effet par des femmes grosses et qui proclame que ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Car c'est un homme en caoutchouc. Et comme vous pouvez le voir, les récurrences et parallèles sont faites à partir de deux chapitres qui chacun partent de 0 et 100, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. On a le chapitre 1073 où on voit apparaître une personne de la marine attaquant le village de Barbe Blanche et qui possède une tête de souris, qui est une référence directe à Nezumi, qui lui est un personnage d'Arlong Park. Et donc pourquoi ce personnage est-il apparu au chapitre 1073? Car 73 est le numéro symbolique de Nami donné par Oda. Le chapitre 4 et 1004, où Zoro et Sanji sont plantés sur un poteau en forme de croix. Le chapitre 19 et 1019, où Baki et Yamato mangent leur fruit du démon sans le vouloir. Le chapitre 24 et 1024, où on a l'apparition de deux personnages ayant abandonné leur nom, Kuro et Intel. Le chapitre 31 et 1031, où Kaya et une autre fille s'imaginent respectivement Usopp et Sanji les attaquants. Le chapitre 1043, où Nika, le dieu soleil, se réveille grâce au Ito Itonomi modèle Nika. C'est au chapitre 43 où Yosaku et Johnny se font battre par un marine qu'il qualifie de dieu humain, en disant en japonais Kami Ito, faisant référence au dieu humain. D'ailleurs, les parallèles ne sont pas faits qu'avec les chapitres allant de 0, mais aussi allant de 100. Et on peut en voir pas mal des comme ça, surtout avec les chapitres de la Cross Guild et Barbe Noire. On a par exemple le chapitre 1059 où Barbe Noire arrive sur Amazon Lily, et le chapitre 159, c'est celui où Barbe Noire est mentionné par Ace. Donc dans les deux cas, Barbe Noire a été présent. Le chapitre 1056 est un chapitre où Yamato était présent, et pour le chapitre 156, c'est un chapitre où Bankley lui-même est présent. Et il est lui-même lié à Yamato, qui se définit comme Oden Kozuki, donc comme un homme. Bankley est celui qui se définit à l'inverse d'un autre genre que l'homme. Ces parallèles démontrent la richesse et les liens thématiques tissés par l'auteur dans son œuvre et sa qualité à savoir tisser des liens avec d'anciens chapitres pour en faire de nouveaux. D'ailleurs, il en a fait bien plus que ça. Et j'avoue qu'Oda, il est très très fort pour faire ça. Et là j'ai l'impression qu'il s'arrête un petit peu parce que justement, ça commence à être trop difficile. Comme par exemple le chapitre 1100 par rapport à Dragon, qui devait faire 1000 chapitres sans voir Dragon, etc. Et au final, enfin, première apparition de Dragon, chapitre 100, et 1100, il pensait que Dragon allait revenir, et au final, pas du tout. Donc Dragon va avoir son importance, mais peut-être après, mais pour l'instant, je pense pas. Pour la suite, je vais aborder la construction de personnages dans One Piece en lien avec des références religieuses comme Oden Kozuki, notamment avec la figure du Christ, car oui, Oda s'est bien inspiré de ça en globalité. Il met en avant les personnages d'Oden qui s'inspirent de Basile le Bienheureux, connu pour déambuler, dévêtu, toute l'année pour le Christ. Tout comme une personne que vous connaissez qui a dû se trimballer nu en attente de libérer son peuple. En vérité, Oden attendait la venue de Joy Boy, comme le messie libérateur de son peuple. Mais il se trouve confronté à Kaido, qui représente l'oppression à abattre, l'ennemi numéro 1 de Nika. Ainsi, Oden, quand il a fallu libérer son peuple, il s'est lui-même placé en tant que messie libérateur de son peuple en affrontant Kaido. Alors que le destin avait attribué ce rôle à Luffy. Sa destinée était de mourir, vu qu'en réalité, ce n'était pas son rôle de libérer Wano. Ce qui fait écho à Jésus se sacrifiant pour son peuple sur la croix. Donc dans la construction de son personnage, on remarque qu'il est fortement lié à Luffy et au christianisme, vu qu'à un moment de l'histoire, ces deux personnes ont été eux-mêmes des libérateurs, mais il ne faut surtout pas oublier que dans cette histoire, il y a aussi un traître, le Judas. Car tout comme Jésus, Oden lui possédait, entre autres, 12 apôtres, et devinez qui est le traître parmi ces 12-ci. En ce qui concerne Luffy, je n'ai pas vraiment besoin de préciser pourquoi il est lié au libérateur, car il est lui-même le libérateur. Après tout, c'est bien le rôle de Nika de libérer le peuple et ses esclaves. Ainsi, les battements de son cœur, appelés les tambours de la libération, peuvent retentir, et je pense que c'est une référence totalement voulue de sa part. Qui dit arc de Wano, dit forcément foreshadowing avec Oda. Donc quel foreshadowing l'auteur a bien pu conclure avec cet arc si bien construit?
On a par exemple un foreshadowing assez simple qui date de Punk Hazard et que quasiment personne n'avait vu venir. C'est celui des smiles de Kaido. On sait que ce sont des fruits de démons de type Zoan qui font obligatoirement sourire à ceux qui le mangent. Le SAD utilisé pour les fabriquer est un produit rendant totalement blanc les gens. Le nom de ces fruits en français se nomme le sourire et l'élément principal pour produire ce SAD sont les tournesols luminescents. Est-ce que tous ces éléments vous pensez à une quelconque personne ou une certaine transformation comme le Gear 5? Et oui, ce fameux Gear 5 serait teasé depuis Punk Hazard à travers la production des smiles. Car après tout, on le rappelle, mais ce Gear rend Luffy blanc, le fait rire et on l'a appris durant le chapitre, mais son fruit est bien un Zoan. Et devinez quoi? Dans un SBS, Oda dit que la fleur qui symbolisait Luffy était bien le tournesol, qui est la fleur qui symbolise comme par hasard le soleil, et qui comme par hasard est l'élément qui produit le SAD. Ensuite, on en a plusieurs autres, comme le chapitre 1 de Wano, qui lui aussi tease le Gear 5. Car Luffy, après son réveil sur la plage, se retrouvera comme par hasard devant deux animaux qui se battent entre eux. Et ces deux animaux ne sont pas là au hasard car il le symbolise lui-même. Le premier, vous savez pourquoi il symbolise Luffy? Car c'est tout simplement un singe. Mais le deuxième est un lion, mais nombreux d'entre vous ne savez pas qu'est-ce qu'il représente chez Luffy. Comme Ryo Sensei l'a lui-même expliqué il y a un an dans son analyse du chapitre 1026, le lion symbolise tout simplement le Gear 5. On le remarque au fait que cet animal, comme le tournesol, est associé au soleil, dû au fait que sa crinière peut le symboliser. D'ailleurs, le saunier lui-même est un lion, et son surnom donné par Franky est les 1000 soleils. D'ailleurs, une personne fera le rapprochement entre le tournesol et le saunier, car il posera la question de si ce n'est pas plutôt une fleur qu'un lion. Il y a bien sûr de nombreux rapprochements entre le tournesol, le soleil, Luffy et le lion, comme au chapitre 1079, où sur la cover, on verra Luffy arroser des tournesols avec un lion déguisé en ses fleurs. Ou même Zoro lui-même, au chapitre 568, où il veut capturer un lion qui se déguise en tournesol. Mais l'élément qui vient tout concrétiser, c'est le Gear 5 lui-même. Car dans le film Red, lorsque Shanks attaquera et Luffy aussi, nous aurons pour les deux leur animal symbolique qui apparaîtra. Pour Shanks, ce sera bien évidemment le griffon, et pour Luffy, le lion. On a un autre foreshadowing qui se passe pile durant le flashback d'Oden, car grâce à la voix de toute chose, Roger et lui-même entendront dire les rois des mers qu'un roi apparaîtra dans une mer lointaine et que les baleines l'attendent avec impatience. Alors qu'une autre personne dans le futur viendra voir Poséidon et les baleines s'en réjouissent de cette rencontre. On comprend alors directement qu'on parle bien ici de Joy Boy. Cette prophétie, attendue par le peuple marin, est quelque chose qui a subtilement été annoncé à Skypiea, car sur la cloche d'or de Chandora, on peut y observer une baleine au centre et un singe avec un chapeau sur le haut. Et vous savez à quel point cette cloche et même cet arc en entier est important, car c'est là que le dieu soleil sera cité pour la première fois. Je vais en citer un petit dernier, il va peut-être vous chambouler, car il y en a vraiment beaucoup des foreshadowing dans cet arc, du moins qui se conclusent dans cet arc, et tous les énumérer rendrait la vidéo beaucoup trop longue. On va parler de Big Sosake, car oui, depuis que vous avez entendu cette chanson, sachez que sans que vous le compreniez, Oda avait alors déjà teasé le Gear 5 à travers cette musique. Le couplet que l'on va voir commence par le fait qu'une tempête à l'horizon arrive, ensuite ça enchaîne avec une autre phrase du couplet qui est le fait que suite à cette tempête, les vagues commencent à danser au rythme des tambours. Ensuite, on nous dit que si tu perds ton sang-froid, ce souffle pourrait être ton dernier, mais que si tu t'accroches, alors le soleil lui arrivera. Et c'est exactement pour ça que plus Luffy sourit et plus il devient fort. Le sourire et le sang-froid est la base de sa transformation. S'il arrête, alors il n'est plus Nika. Et dans la phrase suivante, on dit bien que le soleil lui-même se lèvera grâce à lui, faisant référence à l'aube. À partir de ça, il est vraiment clair que cette chanson est un foreshadowing. Après tout, ce n'est pas un hasard qu'Oda ait décidé que cette chanson, qui accompagne Roger dans sa découverte du One Piece dans le flashback d'Oden. Mais savez-vous que Luffy a cité une parole de cette chanson en plein combat? Lors de sa détransformation de Gear 5, à sa forme basique, il a dit quelque chose à Kaido. De toute façon, si on meurt, il ne reste plus que des os. Faisant référence au moment où dans la chanson on dit « Quoi que tu fasses mon ami, tu finiras les os blanchis ». En vérité, des foreshadowing, il y en a beaucoup. Et ceux-là sont largement assez pour montrer l'étendue de la qualité d'écriture d'Oda pour cet arc. Donc, pour la suite de la vidéo, cette fois, on va s'attaquer à l'écriture souvent sous-estimée de l'antagoniste principal de cet arc, Kaido. Car oui, il y a des subtilités que des gens n'ont pas su apercevoir, comme le fait qu'Oda ait placé Kaido dans One Piece comme étant le faux Joy Boy,
le faux libérateur, nous parle de cette phrase. Toi non plus, tu n'auras pas réussi à devenir Joy Boy. Mais avant de la traiter, passons d'abord par comment Oda nous a introduit Kaido. On nous le montre pour la première fois faire ce qu'il n'a jamais été osé avant. Mourir en se jetant d'une île céleste et survivre sans aucune blessure. Durant l'arc de Wano, Kaido nous renseignera sur ce qu'est réellement sa vision de la mort et il reprend le code d'honneur des samouraïs en définissant la mort comme l'accomplissement de l'homme. Une grande mort est le signe d'un grand homme et d'un grand héritage. Comme l'ont fait Barbe Blanche et Roger, la mort est donc d'ores et déjà le thème fondamental de l'écriture de Kaido. Il faut d'ailleurs relever pourquoi son fruit est celui de la carpe modèle dragon d'azur. Et la raison est profonde vis-à-vis de son personnage, car c'est inspiré du mythe de la carpe qui se transforme en dragon suite au fait qu'elle gravisse une cascade. Et ça provoque une corrélation avec le personnage de Kaido, car dans le manga et dans sa vivre card, on nous révélera que Kaido est le plus sage, par un titre. Et ça rentre directement en résonance avec la carpe, qui au Japon est le symbole même de la sagesse. Un nouveau thème autour de Kaido émerge tout au long de son combat contre Luffy. Et c'est le fait qu'il a voulu devenir un jour Joy Boy. Pendant le flashback de King, nous avons appris qu'il croyait que Kaido était Joy Boy. De plus, une observation intéressante et vraiment incroyable est que le nom de Kaido lui-même signifie Joy Boy, car les kanji qui peuvent être utilisés pour écrire Kaido signifient soit enfant fort, soit Joy Boy. Tout cela servait à amener quelque chose, non pas un développement, mais une finalité d'écriture. Comment Kaido connaissait Joy Boy? Pourquoi voulait-il le devenir? Comment le devenir? Et surtout, pourquoi a-t-il échoué? Mais ensuite, il a perdu. L'entièreté de l'écriture de Kaido, ce personnage de One Piece, se voit être comme une figure opposée à Joy Boy. Mais il est également lié à son émergence. Kaido, en tant que créature vivante la plus forte, est le test pour l'apparition de Joy Boy. Il joue le rôle de coffre, garde Joy Boy, alors celui qui viendrait le battre en serait la clé. Tandis que Joy Boy est considéré comme le libérateur du monde, Kaido représente la force brutale et le contrôle par la peur. Tandis que Joy Boy représente la joie et la croyance en la valeur de la vie humaine, Kaido, lui, l'oppresse et répand la tristesse du rire par le smile. L'auteur souligne que la mort de Kaido est à la fois grandiose et anti-climax, car elle est pas mal perçue par les spectateurs et semble dépourvue de sens. Cependant, il est suggéré que cette mort a un sens plus profond, qu'elle permettra à Joy Boy de se révéler. La véritable signification de la mort de Kaido est cachée aux yeux des personnages de l'histoire et du lecteur lui-même, car il est considéré qu'il ne mérite pas la reconnaissance et la gloire de sa mort, comme l'ont pu avoir Barbe Blanche et Roger. La mort de Kaido est considérée comme le point culminant, le plus fort de tous les méchants de l'histoire de One Piece, et Oda a délibérément laissé des dialogues ouverts et ambigus pour susciter la réflexion derrière ces mots pleins de double sens. Finalement, l'auteur soutient que Kaido a accompli sa volonté, celui de faire venir Joy Boy. Même si cela ne peut pas être très clair pour tous, sachez que cela ajoute de la profondeur à son personnage et à l'histoire de One Piece. Mais pour finir avec la construction de son personnage, je vais parler de cette fois du sens qu'ont les attaques de Kaido et pourquoi Oda a choisi celle-ci pour lui. Déjà, on va s'attaquer à son fruit du démon, qui est le Uo-Uonomi modèle Dragon d'Azur. Pourquoi Oda a choisi ce fruit du démon? Eh bien, le lien entre ses capacités et son fruit du démon provient en fait d'un jeu de mots, car je n'en ai pas parlé, mais Kaido a de gros liens avec l'alcool. Ok, du coup là, pour la deuxième partie de vidéo, là, je vais pas trop réagir parce que j'ai l'impression qu'il théorise pas grand-chose. Il va juste faire des références, il va essayer d'analyser en profondeur les petits, je dirais pas foreshadowing, mais il y a aussi des foreshadowing, mais aussi des petits parallèles, des petits trucs et tout qui sont en rapport avec Oda, enfin avec ce que fait Oda. Du coup, niveau théorie, là, ça va être compliqué. Comme le fait qu'il vient du pays de vodka, ou qu'il possède des techniques de combat en rapport avec ça. Eh bien, c'est parce qu'en japonais, Uo et Vo de vodka possèdent exactement les mêmes symboles. Et Oda s'est servi de ce jeu de mots pour rallier les deux. Et c'est pour ça que le pays d'origine de Kaido a un rapport avec de l'alcool. Et c'est aussi pour ça que son fruit du démon est le Uo-Uonomi. Pour ces attaques, on a globalement un schéma d'inspiration précise qui sont celles des 5 rois de la sagesse. Et comme par hasard, toujours un rapport avec son titre de sage. Ce sont 5 divinités bouddhiques qui inspireront les attaques de Kaido de leur nom, comme Daitoku ou Gundari. Fait intéressant, et qui l'oppose encore une fois à Luffy, c'est le fait qu'en Gear 4, Luffy lui-même ressemble à un de ces rois de la sagesse, comme l'a fait remarquer Yogoro en le voyant. Tanjiro est un personnage qui de A à Z, dans son écriture, est un acteur. C'est-à-dire que le jeu du double rôle est fondamental chez lui.
Dès son apparition, il montre des indices laissant présager sa future trahison sous les yeux des lecteurs sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Il se présente comme un personnage excentrique, maladroit et passionné par l'art. Cependant, lors de sa trahison, sa véritable nature, sombre et vicieuse, se révèle. Son histoire est plus ou moins liée à tout le monde dans Wano, et le but qu'on lui a insufflé n'est dû qu'à un être vicieux lui-même. Son parcours fera qu'il se forgera une deuxième personnalité, mais non pas liée à une maladie, mais justement à son rôle d'acteur, comme expliqué un peu avant. Et c'est ce qu'il expliquera au chapitre 1014. Il dansera entre ces deux personnalités en jouant le rôle d'ennemi juré et du meilleur ami. Car il le dit lui-même dans ce même chapitre que si quelqu'un doit mettre fin à sa vie, cette personne doit être Kinemon. Car sur scène, c'était bien eux les meilleurs amis. Mais le cœur de son écriture est bien sa mort. Orochi l'a manipulé en lui faisant miroiter une vengeance à travers une scène théâtrale là où Kanjuro serait acclamé par le clan Kurozumi. Mais finalement, Kanjuro comprend de travers ce qu'Orochi lui disait. Et c'est vrai qu'en lisant ces paroles, elles possèdent un double sens. Car en disant que l'âme du clan devait être apaisée, les incluant dans l'action, il leur donne alors le double suicide de Kurozumi, une scène qui exprime son désir de vengeance et qui prend la forme de Kanjuro lors de sa première apparition du traître à Wano. La décision de Kanjuro de choisir le suicide en tant que moyen de vengeance est de donner une finalité à ses désirs, et c'est bien sûr lié à Orochi, qui a insufflé ses désirs en lui, ce qui a fait de lui une coquille vide, un simple pantin. Wesh la team, comment ça va? Donc petite outro de la vidéo de Escanor. Donc j'en profite vite fait pour faire une petite voix histoire de discuter de cette vidéo. Donc il y a eu énormément d'informations transmises. On a vu que Escanor parlait très très souvent de tout ce qui est parallèle, même des foreshadowing et tout. On sait qu'Oda a été très très fort par rapport à ça dans le manga, il en a calé énormément, d'ailleurs là il en a mis que un petit nombre comparé à tout ce qu'il a mis. On sait qu'Oda il avait fait d'énormes parallèles, comme par exemple les parallèles par rapport au pouvoir, les parallèles par rapport aux arcs, hein. On sait très bien par exemple à Wano Kuni c'était Onigashima. Enfin, Wano Kuni Onigashima c'était en parallèle avec l'arc Enies Lobby et l'arc Water 7, plutôt le contraire, Water 7 et Enies Lobby. Et du coup, on sait qu'il y a des parallèles au niveau des arcs, il y a des parallèles au niveau de la première moitié de Grand Line, mais aussi de la deuxième moitié de Grand Line, ensemble. Il y a des parallèles au niveau des numéros de chapitres, là il est très très fort pour faire ce genre de parallèles. Il y a des parallèles autour des chiffres, hein. Par exemple, je sais pas si par exemple il met le chapitre 505. Enfin, ça marche pas 505 parce qu'à l'envers, ça fait aussi 505. Mais on parle par exemple 199 et le chapitre 991 par exemple. Et ben, il va faire un parallèle spécial avec quelques images qui vont pouvoir ressembler. Donc des fois c'est les images, des fois c'est les informations, des fois c'est les titres qui sont en parallèle. Il en a fait énormément. Si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo complète où j'essaierai de mettre vraiment tout dans une seule vidéo. Tu vois, j'essaierai d'en mettre un maximum. Peut-être pas tout, mais un maximum. Donc ça c'est au niveau pour les parallèles. On sait aussi qu'Oda fait énormément de foreshadowing. Il y en a vraiment beaucoup dans le manga. Celui qui me plaît le plus actuellement, c'est vraiment celui de Drum, au royaume de Drum. Il paye pas de mine, il est tout petit. Au royaume de Drum, on sait que Drum à l'époque, donc le royaume de Chopper quand il est né, on peut dire ça comme ça. On sait que Chopper, il vivait sur l'île et que à un moment, Barbe Noire est arrivé sur cette île pour prendre le contrôle de l'île et faire fuir Wapol. Wapol, il a laissé son peuple à la merci de Barbe Noire, et Barbe Noire, quand il a fini ce qu'il avait à faire, il s'est cassé tout simplement, tu vois. Et sur cette île, c'est magnifique parce qu'à un moment, on a un dialogue qui sert à rien, on dirait qu'il est tiré par les cheveux, et c'est un dialogue entre entre Sanji et Luffy, et il y a la petite phrase qui dit que peut-être que ça existe quelqu'un qui ne dort jamais, tu vois. Et je crois que c'est Sanji qui dit non mais c'est pas possible, quelqu'un qui dort pas, c'est impossible, il serait mort depuis bien longtemps, etc. etc. Et vu qu'il y a un parallèle avec le fait que Barbe Noire est déjà venu sur cette île et que c'est la première fois qu'on en entend parler, c'est parfait parce que justement ça explique beaucoup de choses, vu qu'aujourd'hui on sait très bien que Barbe Noire a je dirais pas le pouvoir, mais je sais pas si c'est une maladie, si c'est un pouvoir, mais il ne dort pas. Et du coup, c'est ce qui fait son intelligence, le fait qu'il lit beaucoup de livres, le fait qu'il s'instruit de ouf, il y a tout ça. Du coup, ça c'était pour les foreshadowing, mais il y en a énormes. Je pense que là, j'ai pas besoin de vous les citer, vous en connaissez au moins une dizaine chacun. Il y a beaucoup de choses. Oda a été très très fort et on le remercie pour son grand travail de qualité par rapport à ça.
Même pour Escanor, hein, juste le travail de qualité qu'il a fait par rapport à cette vidéo, moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, c'était pour conclure la petite vidéo, parce qu'en vrai c'était une vidéo pas trop analyse, c'était pas une vidéo non plus foreshadowing, enfin il y avait des foreshadowing, mais nous on pouvait pas trop parler dessus, parce qu'il avait déjà tout dit. Donc voilà, c'était une petite vidéo bonus que je vous mets là, c'était juste histoire que je la mette quelque part, parce que vu qu'on a analysé la grosse vidéo de Ryo Sensei, cette partie-là j'ai préféré la séparer, parce que c'était pas non plus de l'analyse et des théories, c'était plus des foreshadowing, des explications par rapport au manga et tout. Donc on le remercie pour son travail et c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà les gars, merci beaucoup. Très bon visionnage à vous, merci d'avoir regardé. Pour la team YouTube, merci encore pour tout ce que vous faites. Merci à la team Twitch, merci aux Gava qui sont toujours là et qui m'épaulent dans les streams. Et nous on se capte très très bientôt. Et n'oubliez pas, vive One Piece, vive le jeu vidéo et à très bientôt.